sommes suite à Nice, suite à la conférence que vous avez donnée pour culture populaire. Alors bon, un petit peu pour continuer votre exposé, peut-être des questions d'actualité un petit peu. Donc cette année, en 2017, vous avez rappelé tout à l'heure, c'est un petit peu un anniversaire de plusieurs événements, dont les 300 ans par exemple de la franc-maçonnerie. Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient, a expliqué dans une interview récente que la franc-maçonnerie a été fondée en Angleterre pour permettre à l'Angleterre de sortir des guerres de religion. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Est-ce que c'est la raison véritable selon vous? Disons que le protestantisme a déjà précédé la franc-maçonnerie, il faut déjà dire cela. L'occultisme, la Kabbale avec John Dee au service de la reine Élisabeth Ier, cette reine vierge. Et la franc-maçonnerie est finalement l'élément qui verrouille le système, le monde britannique dans un cadre de la Kabbale. Je tiens à préciser que la chose avait déjà préparée et largement amorcée avec Cromwell, puisque Cromwell va s'entendre avec le rabbin Menasseh ben Israël. Vous avez ce qu'on appelle la Jérusalem hollandaise. Et les Anglais avaient eu cette idée saugrenue de mettre à la porte tous les Juifs hors d'Angleterre en 1290, ce qui fait que l'Angleterre était vide de Juifs. Et il y a des peuples qui souffrent comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le rabbin Menasseh ben Israël avait dit que la rédemption du peuple juif ne pouvait se faire que si tous les Juifs étaient dispersés dans le monde. Or, le seul endroit où ils ne se trouvaient pas, c'était en Angleterre. Donc il y a eu un accord entre Menasseh ben Israël et Cromwell pour qu'il y ait un courant migratoire de Juifs vers l'Angleterre et une bascule de la puissance financière marane juive des Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies à l'époque, vers la City de Londres. Et c'est ça qui a véritablement fixé le monde juif à Londres et qui allait ensuite donner naissance à la franc-maçonnerie ou favoriser une idéologie maçonnique qui existait déjà avant l'heure. Officiellement, la franc-maçonnerie est née en 1717 avec évidemment 2 protestants, mais c'est normal, ça ne pouvait pas être des cathos tradis, puisque c'était Anderson et Jean-Théophile des Aguliers. Mais l'esprit maçonnique était déjà inhérent avant, il n'a fait qu'être officialisé en 1717. Je rajoute que la franc-maçonnerie a mis à l'honneur le nouachisme, et d'ailleurs j'ai pas eu le temps de le dire, mais entre autres, durant la conférence de tout à l'heure, a mis à l'honneur le nouachisme dès 1738, en introduisant le terme de nouachisme dans l'article 1, je crois, de la maçonnerie. Donc c'est très intéressant de voir que la maçonnerie et le nouachisme, à peine nés, vont ensemble et sont cités. Donc ça veut dire que ce terme de noachisme et ce concept autour donc, du prophète Noé, qui serait commun à toute l'humanité, est utilisé dès le départ. Oui. C'est pas quelque chose d'une idéologie du XXe siècle. Non. Alors déjà, c'est une chose, comme je l'ai cité tout à l'heure pour le rabbin Ben Amozeg, une chose qui est citée dans le Talmud. Donc ça fait partie de la boutique du système. Mais le principe du noachisme est introduit par Anderson en 1738. L'article 1, c'est dans mon livre Atlas du mondialisme où j'ai recopié fidèlement la formule pour les personnes qui auraient des doutes. Alors, dans votre exposé, vous avez finalement votre livre s'appelle Atlas du mondialisme, mais finalement vous avez parlé autant d'idéologie ou de théologie que de géopolitique. Pourquoi ça en fait? Parce que c'est un peu comme si je faisais une étude sur vous. Avant de voir le François Dupont en face de moi, je m'intéresserai aux origines de la personne, à l'origine de votre physique et de votre tournure d'esprit. Et bien là c'est pareil, avant de voir les faits matériels, il faut s'intéresser aux référents religieux philosophiques qui conditionnent le matériel politique, financier, culturel, et après ça on ne s'étonne plus de rien. Alors, une question qui a beaucoup intéressé les spectateurs, les auditeurs de votre conférence, c'est cette idée, vous avez dit à un moment donné cette phrase, l'enfer est divisé contre lui-même. Est-ce qu'on peut dire que le mondialisme est divisé contre lui-même? Oui, parce que en fait, il partage le même objectif avec des rivalités d'égoïstes. L'enfer, c'est un ensemble d'anges déchus qui ont différents niveaux de pouvoir mais qui se tirent dans les pattes. Et c'est pareil pour les oligarchies mondialistes qui veulent se partager un pouvoir et des intérêts en tout genre, mais qui se tirent dans les pattes avec une hiérarchie.
et se tire dans les pattes, et avec des conséquences pour les non-juifs, les goïs, qui sont à des années-lumière de tout ça. Et le mondéisme, c'est un messianisme, c'est-à-dire un enfer dirigé contre lui-même. Alors, ça fait penser un peu l'extrême gauche italienne dans les années 70 avait utilisé le terme de unité et scission dans l'impérialisme d'une certaine manière. Est-ce que c'est un peu ce que l'on voit? Est-ce que vous-même vous avez dit une fois, un petit peu comme à Chicago, les mafias se font la guerre, mais c'est quand même toutes des mafias, quoi. Oui, c'est comme la peste, le choléra ou la tuberculose, ça conduit à la mort, mais ce sont différents types de maladies distinctes, mais avec une finalité commune. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un affrontement réel entre, on va dire, des puissances qui veulent finalement, qui ont une vision conservatrice du nouvel ordre mondial, qui respecterait finalement quand même un minimum d'héritage national, et on va dire le monde occidental ou anglo-saxon qui lui veut aller jusqu'au bout, et encore même avec Trump peut-être. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas plusieurs niveaux, justement un niveau vraiment globaliste, et puis des gens qui se disent non, on pourrait aménager ça en gardant les traditions nationales à minima? Alors j'apprécie votre question innocente, puisque en fait le système est très habile. Il faut montrer toujours disons, pour parler vulgairement, dans la merde, il faut des oppositions. Et il faut à tout prix que chacun occupe un poste. Donc il faut, pour que le poisson morde, il faut différents types de produits. Un produit libéral-libertaire, c'est ce que nous présentent les Rothschild. Mais il faut nous présenter une façade classique. Et il y a une chose, et là je demande aux personnes de réfléchir 30 secondes. L'ami Poutine, qui, je le rappelle, lors de son discours de Valdaï, appelait à mettre en place le nouvel ordre mondial, politique, économique et juridique, avec des unions régionales, dans son discours de Valdaï de 2014, souhaite établir un bloc unifié allant de l'Atlantique à Vladivostok. Si cet homme est à ce point défenseur des valeurs classiques et des valeurs de bonne valeur à première vue, il ne devrait pas rechercher ce genre d'union. Parce qu'à partir du moment où on établit une union entre l'Union européenne et l'Union eurasienne, c'est la liberté de circulation des biens, des personnes et des idées. Si cet homme s'oppose à ce point aux valeurs décadentes de l'Occident, il devrait savoir qu'à partir du moment où on enlève les barrières, les idées pourries de l'Occident vont se répandre dans son Union eurasienne, et donc il devrait tout naturellement s'y opposer. Pourquoi il s'oppose officiellement à ces idées-là, et en même temps il propose une union complète de Lisbonne à Vladivostok, pour reprendre son expression, en sachant qu'il se fera contaminer. On va dire que c'est illogique, ou bien il y a autre chose derrière tout ça. Et je rappelle aussi que Poutine ne fait que reprendre le principe de Gorbatchev, qui est, dès 1984, à Westminster, je crois d'ailleurs, devant les députés britanniques, voulait établir une maison commune. Est-ce que c'est pas, certains diront que c'est justement parce que c'est tactique, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas affronter de face un adversaire plus puissant, c'est un peu une partie d'échec. On fait des concessions pour ensuite essayer d'orienter les choses un peu à la manière des Chinois, quoi, avec l'empereur qui est immobile au milieu du jeu un petit peu. Alors il faut déjà voir dans Poutine les personnes qui sont autour de lui, qui le soutiennent, les Lubavitch de Ber el-Hazar. Il est très intéressant en lisant Times of Israel que ses correspondants journalistes juifs expliquent qu'il y a une guerre entre les juifs ukrainiens soutenus par le monde occidental s'opposant aux juifs Lubavitch de Poutine. Donc finalement on a des guerres entre factions juives sous un revêtement russe face à un autre revêtement occidental. Mais l'habileté du système, c'est de présenter une gamme de différentes valeurs très dégradées à la Cohn-Bendit pour les gens vraiment pervertis, et avec une façade plus classique pour tromper les personnes qui restent fidèles à certaines valeurs. Mais tout ça, c'est suppositoire pour nous berner. Tout ça, c'est vraiment orchestré. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même, malgré tout, une différence de fond, d'une certaine manière, quand on donne quand même des orientations à une société, par exemple, quand en France, on avalise le mariage homosexuel et que, en Russie, on ne le fait pas, il y a quand même des différences de fond pour les 20 prochaines années à venir dans la société. Alors, il est nécessaire dans le système, dans l'enfer, il faut procéder à des contrastes pour donner une apparence de choix. Et il faut savoir faire le mal dans la vie, monsieur Dupont. Et il est très intéressant d'observer une chose, et c'est un fait, un principe qui
qui est difficile à admettre pour les gens qui sont acculturés. Lorsque la Sainte Vierge à Fatima demande la consécration de la Russie à sa personne, la consécration a été faite, mais d'une manière incomplète par Pie XII et je crois aussi Jean-Paul II. Si elle le fait, c'est pas pour faire un truc joli. C'est que si on croit au surnaturel, il y a au préternaturel, il y a une marque satanique avec la révolution bolchevique. Seul un désinfectant surnaturel peut écraser le démon sous le talon de la Vierge. Et tant que cette consécration n'a pas été faite, le renouveau de la Russie ne peut pas être complet. Et c'est ça que c'est extrêmement dur de faire comprendre ça à des personnes qui ne croient ni en Dieu ni en diable. Mais c'est le fond de l'histoire. Et tant que la Russie n'a pas eu cette consécration véritable, il peut y avoir des changements qui se mettent en place, qui vont dans la bonne voie, mais le diable se cache dans les détails. Et si la Sainte Vierge a établi un mode d'emploi bien précis, mais qui n'a pas été respecté, c'est que le mal est toujours... N'oubliez jamais la phrase du pape Pie XI. Pour définir le communisme, il n'a pas dit que c'était un système mauvais. Il a dit que c'était un système intrinsèquement pervers. C'est qu'il y a une intelligence derrière, qui calcule, qui échafaude. Et la Russie est malgré tout marquée par un baptême qui n'a pas baptême bolchevique de 1917 qui n'a pas été effacé par le contrepoison de la consécration, même s'il a été fait en partie, mais pas complet. Et il y a une métaphysique dans la géopolitique. Et ça, c'est un principe que les gens agnostiques, païens, etc. ne comprennent pas. Même Dugin. Oui, alors, justement sur cette idée qu'il y a une intelligence derrière le mondialisme, là on peut aller sur la théologie. Cette intelligence, donc selon vous, c'est l'ange déchu d'une certaine manière, c'est une intelligence qui est supérieure aux hommes mais inférieure à celle de Dieu en fait, quoi. Heureusement. Donc elle peut aveugler tous les gens, les pièces de ce puzzle que vous essayez de rassembler, finalement, il y a une intelligence qui elle sait un petit peu à la vue d'ensemble en fait, quoi. Mais qui a un temps limite. Cette intelligence a un temps limite, il y a une limite, il y a un compte à rebours, et dans sa précipitation, c'est la tour de Babel, à un moment donné, cette tour vacille. Et c'est à nous de contribuer à cet effondrement. Mais alors pour vous, des gens par exemple comme Dugin, c'est quoi? C'est un homme imprégné de gnose. Ça se sent, ça se voit. Il va dire des choses tout à fait justes, mais il n'est pas... Je vois lui, et je vois l'homme comme Monseigneur de Lassus. On sent tout de suite chez Monseigneur de Lassus le classicisme, la rectitude de la pensée. Dugin, c'est la roue voilée. Est-ce que c'est pas la différence entre l'esprit, on va dire, occidental et puis l'esprit plus oriental ou orthodoxe nous, on a plus suivi Aristote, ils ont suivi Platon. Oui, mais je rappelle que la France est le modèle, non pas, je ne dis pas ça par chauvinisme, mais que la France, c'est l'Israël du Nouveau Testament, et que quand ce pays déconne, le reste déconne. Voilà. Nous serions le Vérus Israël face... Il y a deux choses à détruire pour la synagogue, l'Église et la France. La Finlande passe après, et la Russie aussi. Même si la Russie, attention, a un rôle éminemment important dans la révolution qui se prépare. La Russie jouera un rôle. Mais dans la hiérarchie, la France est le premier pays à s'être converti, c'est l'Israël du Nouveau Testament. Et Sainte Jeanne d'Arc l'a rappelé avec la triple donation, qui est un élément clé de la géopolitique. Même si la Russie, j'oublie pas, est un pays fondamental. Tous les pays les pays ne sont pas égaux entre la Russie et Madagascar. Il y a la Russie légèrement au-dessus. Alors justement, sur la Russie, vous avez parlé de la Crimée, de l'enjeu de la Crimée. Dans l'histoire russe, la Crimée est quelque chose d'important. Oui. Vous avez expliqué en gros que ce qui est important dans la Crimée, c'est aussi par rapport aux Khazars. Est-ce que vous pouvez préciser ça? Alors, les faits scientifiques ou archéologiques prouvent que les premières traces juives en Crimée, c'est au VIe siècle. On a retrouvé des menorahs. Bon, c'est quand même pas courant. Et pour beaucoup de juifs, la Crimée est la partie est de l'Ukraine à partir de Kiev à peu près. C'est l'ancien territoire khazar et c'est une sorte de seconde Judée. Donc il y a une dispute entre certaines factions juives, certaines pour, d'autres contre, qui considèrent que finalement ce territoire khazar est aussi important, voire même plus, que le Grand Israël. D'autres qui s'y opposent vigoureusement. Donc il y a des bagarres d'ordre spirituel et il faut ajouter à ça des intérêts financiers, énergétiques, stratégiques. Et à un moment donné, on s'y retrouve pas trop, mais ce sont des bagarres, voilà. Mais il faut voir l'aspect
Teatoa Casa est une seconde Judée. Et j'ai cité dans mon livre Atlas du mondialisme des propos de journalistes, enfin de compte rendu de journalistes israéliens qui expliquent ça très bien. Entre autres, un article d'un journaliste, enfin qui cite un professeur juif américain, je crois, ou anglais, peu importe, qui dit que avant d'être un bastion russe, la Crimée était un territoire juif. J'ai eu la formule exacte. Enfin, j'ai mis la référence, donc il suffira de s'en bercer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous accuser d'une certaine manière de monocausalisme, de voir toujours finalement la même cause au cœur du mondialisme en fait? Ben, ces personnes-là ne sont pas curieuses. Je vais dire à ces personnes-là, avez-vous lu, comme je l'ai fait, quasiment tous les livres de Gershom Scholem? La plupart me diront non. Est-ce que vous avez dépensé plus de 300 € pour avoir son dernier livre sur Junius Frey? Non. Est-ce que vous avez lu Hatim Steinsaltz? Est-ce que vous avez lu le rabbin Ben Amozeg? Quand vous avez lu, mais vraiment lu, crayon à la main, leurs écrits en prenant des notes, en faisant des résumés, là je veux bien que ces personnes-là aient des avis. Mais est-ce que vous avez lu? Non, parce que vous n'êtes pas des personnes curieuses. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors justement au niveau on va dire de la population, qu'est-ce que vous conseillez? Enfin comment faut-il se préparer, on va dire aux ruptures qui se préparent? Alors ça ne sert à rien ce que je vais dire. Je m'adresse simplement à une minorité. C'est-à-dire que le reste, regardez toujours la télé, le frigo est plein, c'est bon. Mais pour la minorité, vous avez des armes, filtre à eau, la nourriture en réserve et si vous êtes croyant, creusez de ce côté-là. Mais ne serait-ce que d'un point de vue matériel, des choses pour durer et pour l'amitié entre les peuples, ça vous l'oubliez. Voilà. Mais pour durer vers quoi en fait? Parce que finalement, est-ce que c'est inéluctable? Le génie, c'est de durer comme disait Goethe. Et lorsqu'il y aura une guerre civile qui se terminera en guerre tout court, c'est celui qui sera le plus solide, qui aura le dernier mot et qui aura raison. La démocratie joue pas. Donc très bien. On va peut-être prendre les questions, des questions que nous ont donné le public. Le public de cette conférence nous a donné donc quelques questions, par exemple, parmi celles-ci. Quelle est votre réaction suite à la disparition de David Rockefeller et de Zbigniew Brzezinski? En gros, je pense, est-ce que ça va changer quelque chose à ce qui se prépare? C'est intéressant que ces hommes-là soient morts 100 ans après la révolution bolchevique et Fatima. J'ai une pensée émue quand même pour la mort de ces gens-là. Parce que ce sont des hommes intrinsèquement mauvais. Et vu le degré de mal commis, et des choses même que j'ignore tellement ça dépasse l'entendement, je me dis les pauvres. Sauf miracle, sauf barda, ça m'échappe. Voilà, j'ai une pensée parce que ils sont tellement responsables de mots MAUX. J'imagine pas, je me dis, il y a un compte, on doit rendre des comptes un jour. Et vu ce qu'ils ont fait, à moins d'avoir des circonstances atténuantes, bon. Ça me fait penser à une autre question sur Brzezinski. Enfin, donc beaucoup de gens disent maintenant, par exemple Thierry Messant, qu'aux États-Unis même, il y a maintenant une scission, en fait, on va dire entre l'establishment vraiment globaliste et des gens, et l'administration Trump qui veut revenir à une gestion, on va dire, de l'anglosphère plus souverainiste. Est-ce que vous y croyez à ça ou... Il y a quelques semaines de ça, c'était je crois dans le journal Wall Street Journal, je crois, enfin c'est à vérifier, Trump a dit « je suis nationaliste et globaliste ». Il a le soutien de Kissinger. En fait, le mondialisme se subdivise en deux branches. Vous avez le mondialisme planétarien, que veut Poutine, comme il l'a dit dans son discours de Val d'Aille 2014. Je veux un nouvel ordre mondial, politique, économique et juridique, mais avec un partage des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Les anglo-saxons, jusqu'à Obama, c'était je prends tout le magot, le gâteau. Trump semblerait, alors je parle avec prudence parce qu'il y a le double jeu, les mensonges, tous les nuances, les changements, les retournements de veste. La faction oligarchique de Trump avec Kissinger semblerait se ranger vers une vision de partage des intérêts, mais il joue
ils sont entre deux mondes avec l'autre faction à la McCain, par exemple, qui eux veulent rafler tout le magot. Mais Trump fait partie du système. On n'arrive pas à ce sommet, se montrer patte blanche. Et fondamentalement, pour vous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ait un nouvel ordre mondial multipolaire ou un nouvel ordre mondial, on va dire, unipolaire avec... Deux chemins différents pour aboutir à une chose, comme disait Alice Bailey dans les années 20 ou années 30, le monde doit être unifié dans ses régions avant d'être unifié en une seule entité. Donc c'est le mondialisme soit anglo-saxon qui impose sa marque, soit le mondialisme, chacun se partage le gâteau, mais la finalité, ça sera de fusionner le monde en une région monde. Voilà. Donc cette fusion aura une religion propre, oui. Bien sûr. Deux religions, comme le dit très bien le rabbin Ben Amozeg, une religion pour le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre Dieu unique et le reste de l'humanité non juive, prosélyte de la porte sur le seuil d'un temple rénové avec un messie juif reconnu, et donc un oasis pour les non-juifs et une religion pour le judaïsme triomphant. Je rappelle que le 23 septembre 2012, toutes les communautés juives du monde ont récité une courte prière pour l'arrivée du Messie. S'ils ont fait ça, ce qu'ils estiment, ils estiment que l'organisation spirituelle et temporelle du monde est suffisamment avancée selon leur idéal à eux pour être couronnée par leur Messie. Donc en fait, on se rapproche vraiment de la bascule où ils gagnent, où ils perdent. Dernière question, qu'est-ce que vous avez pensé du fait que ce soit l'évêque d'Ashtana qui était à un moment donné en charge des négociations entre Rome et la fraternité Saint-Pie X? Est-ce que c'est représentatif d'une forme d'une volonté d'entrisme Alors, je cite dans mon bouquin Classe au mondialisme les propos d'un prêtre qui est mort il y a peu de temps, en 2012 je crois, Don Luigi Villa, qui avait reçu une mission de la part du Padre Pio, qui est un prêtre stigmatisé, qui lui avait dit dans les années 60 « La maçonnerie dans l'Église est arrivée aux pantoufles du pape ». Et donc ce religieux que vous citez n'est que l'expression d'une Église conciliaire, je dis bien conciliaire depuis Vatican II, corrompue, mais ça n'aura qu'un temps. Cette Église conciliaire, à un moment donné, s'écroulera parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église, comme disait le Christ. Ça, c'est le truc de garantie qui fait que, ouf. Parfait, merci Pierre Hilard, et puis on renvoie les auditeurs de cette interview à votre conférence qui sera bientôt en ligne. Merci à vous.